Toute chose, pour cela, préfère l'ampère, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse et qui pose. Ça va? Monsieur Eco, merci de nous accorder cette entrevue. Vous êtes à Yale aujourd'hui, c'est pas la première fois que vous y êtes? Non, j'ai enseigné comme visiting professor 3 fois, 77, 81 et 82. Voilà. Et après, j'y suis venu quelques autres fois, mais plus rapidement, un jour pour une conférence. En effet, je me sens très à mon aise dans le campus de Yale. J'ai entendu dire que la bibliothèque en particulier vous plaît beaucoup et que vous y avez trouvé l'inspiration pour le roman qui vous a rendu célèbre auprès du grand public. Je dois dire que travailler à la bibliothèque, pas à la Beinecke, mais à la Sterling, le soir, et à l'époque il y avait très peu de lumière, et dans le mezzanine, on n'entrait pas par l'ascenseur, c'est un petit escalier, et donc on avait l'impression de ne pouvoir échapper. Tout était sombre, j'ai eu l'impression que si j'ai assassiné quelqu'un, je mettais le cadavre sous les échafauds, c'était parfait. Et oui, peu à peu, cette idée a commencé à voyager dans ma tête. Et donc oui, Sterling est un peu à l'origine de ma bibliothèque labyrinthique du roman. Du nom de la rose. Du nom de la rose. Depuis Le nom de la rose, donc, ça a été votre premier roman, vous en avez écrit 6. Vous êtes aussi connu pour vos essais, vos textes critiques. Est-ce que pour vous, il y a un antagonisme entre le rôle d'écrivain et le rôle plutôt d'académicien, de critique? Ou est-ce que ce sont deux activités qui vont ensemble? Selon moi, oui, ce sont deux activités qui vont ensemble. Avant tout parce que chaque roman m'a coûté 6 ans, plus ou moins, sauf le Pendule de Foucault qui est 8 ans. Et dans ces 8 ans, vous suivez votre idée pour le roman, mais vous n'arrêtez pas votre vie normale, dans mon cas, comme prof. Et pas seulement, mais puisque pour le roman, on fait des recherches, et vous ramassez un tas de matériaux. Et vous avez les tentations de mettre tout dans le roman. Et ça pourrait devenir dangereux pour le roman. Et j'ai toujours travaillé en prélevant du roman un certain amas d'informations et je l'ai employé pour faire des cours à l'université. Donc ça a été un mouvement parallèle. D'accord, je vois. Et je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes très souvent cité pour une entrevue que vous avez donnée il y a quelques années et où vous avez dit, je paraphrase et je traduis, ce qu'on ne peut théoriser, on le narre. Oui, parce que vous voyez la double expérience de l'écriture essayiste et de l'écriture romanesque est la suivante. Dans l'écriture essayiste, vous voulez démontrer quelque chose. Et si vous le comprenez bien, qu'est-ce que je dis, je continue à discuter avec vous et dire mais non, faites attention, je voulais faire ça et tout ça, et on continue. Dans l'écriture romanesque, ce serait très dangereux de vouloir démontrer quelque chose. Vous mettez en scène des contradictions et vous ne cherchez pas d'imposer une conclusion. Dans ce sens-là, le lecteur est libre, pas dans le sens trop de constructionniste qu'il est libre de faire tout avec votre texte. Non, il n'est pas libre de faire tout, mais en tout cas, il est libre d'en essayer différentes interprétations et d'y donner différentes réponses. Et si un lecteur me dit mais dans votre roman, vous avez dit ça, il y a deux possibilités. Que le lecteur est complètement fou, parce que dans le roman, il n'y a rien qui puisse justifier que quelqu'un a dit ça. Et parfois, au contraire, c'est vrai, j'y n'avais pas pensé, mais c'est vrai, le texte est parfois plus intelligent que son auteur. Il peut dire implicitement des choses que vous n'aviez pas envisagées, mais comme vous revenez à votre texte, vous dites, ah oui, c'est vrai, tant mieux. Donc vous vous rangez du côté de quelqu'un comme Barthes qui dirait que toute interprétation se justifie tant qu'elle est cohérente. Toute interprétation se justifie en tant qu'elle est cohérente. Je suis d'accord, je suis toujours d'accord avec Barthes en général, je l'aime beaucoup, mais il y a ce que je soutiens, il y a
plusieurs interprétations possibles, pas seulement dans le roman, mais dans la science, dans la vie quotidienne. Mais il faut toujours savoir qu'il y a des interprétations qui ne collent pas, qui ne tiennent pas. C'était une vieille idée de Saint-Augustin, donc une vieille idée. Si dans un texte vous trouvez quelque chose qui vous suggère une interprétation donnée, continuez à lire. Et si cette interprétation ne trouve pas une contradiction dans les autres parties du texte, alors oui. Mais s'il y a une contradiction, alors peut-être votre interprétation n'était pas. Donc la lecture est un peu le pendant de la critique. Pour critiquer, il faut continuer à lire. Ah oui, évidemment, la critique, c'est une lecture qui a fait le PhD. Et donc vous venez de dire, la lecture ne s'arrête pas au texte, c'est aussi le monde entier. Vous êtes sémioticien, pour vous on lit la réalité, vous empruntez beaucoup de vos idées de Peirce. Est-ce que de lire la réalité requiert un certain type d'apprentissage? Ou est-ce que tout amateur peut essayer de s'y adonner? Ça, c'est difficile. Non, je crois que la lecture, c'est un métier qui est évidemment ouvert à tout le monde. Mais la lecture critique, la lecture profonde, demande un apprentissage. On ne peut pas être seulement des lecteurs naïfs. Tandis que je soutiens toujours qu'il y a deux niveaux de lecture. J'appelle le premier, si vous voulez, lecture sémantique. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. Alors le lecteur d'un polar travaille seulement sur le premier niveau. Il peut savoir qui est le meurtrier, qui est... et bon, une fois qu'il a découvert... La lecture de deuxième niveau, que j'appelle lecture critique ou esthétique, est relire tout, mais en voyant comment l'auteur a travaillé. Et alors en voyant la forme, la structure. Et c'est un type de lecture qui n'est pas réservé à tout le monde. Tandis que même une personne non cultivée peut passer très bien, si elle est intelligente, du premier au deuxième niveau. Le premier niveau, c'est fondamental. Je ne crois pas que vous pouviez lire Dante Alighieri ou Racine sans réaliser le premier niveau. Savoir que Phèdre a fait comme ça ou comme ça. C'est seulement après ça que vous pouvez faire la relecture qui peut être infinie. Lorsque je dis infini, je veux dire exactement et littéralement infini. J'ai traduit en italien Sylvie de Gérard de Nerval. Un texte que j'ai commencé à aimer lorsque j'avais 20 ans. Je l'avais acheté presque par hasard chez un bouquiniste parce que c'était la première fois que j'étais à Paris et je voyais les gens sur le métro qui lisaient. Alors je me dis, moi aussi, il me faut un livre petit, c'était une petite édition. Depuis là, j'ai relu Sylvie, je crois, 40 fois. J'ai fait des cours ici à Columbia University, dans mon université à Bologne. Chaque 2 ou 3 années, je faisais une relecture de Sylvie. Et chaque relecture me permettait d'approfondir le texte. Quand j'ai commencé à la traduire, il n'y a qu'un traducteur qui lise vraiment bien un texte. Quand j'ai commencé à la traduire, j'ai découvert des choses et pendant ces 40 ans, je me le encore. Donc pour vous, la traduction est un type de lecture encore particulière, supplémentaire peut-être pour la critique? Un type de lecture avec des autres fins, encore des autres buts, parce que évidemment j'ai écrit un livre sur la traduction qui s'appelle Dire presque la même chose, où tous les 4 termes sont analysés. Dire, qu'est-ce que ça veut dire? Presque, qu'est-ce que ça veut dire? Même, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la chose? Donc la traduction, c'est tout ça. Mais si vous voulez, une bonne lecture, en tout cas, c'est un amorce de traduction. Chaque lecture est une interprétation. La traduction est un type d'interprétation particulier qui veut rétablir dans un autre produire dans un autre langage les mêmes effets que l'auteur original voulait produire dans son livre. À propos de Sylvie, dans ma relecture en tant que traducteur, j'ai découvert, pour vous, pour la première fois, que dans beaucoup de scènes oniriques, il y a dans le texte en prose des vers. Et ces vers ne doivent pas être
comme lecteur, vous ne devrez pas vous en apercevoir. Hein. Il travaille d'une façon inconsciente. Comme traducteur, vous devez les défendre. Et on ne peut pas traduire, faire en vers exactement où Nerval avait mis en vers, parce qu'il y a des problèmes linguistiques. Mais mon projet ici, dans cette page, il y avait 16 vers. Dans ma page, il y en aura 16. Peut-être pas dans la même place, mais le rythme général. Voilà ce que la traduction fait davantage par respect à une lecture, bien qu'une lecture profonde et intelligente. Et donc pour vous, il y a des lectures, des bonnes lectures, des lectures intelligentes. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais livres? On entend souvent parler de la baisse de lecture chez les jeunes, par exemple. En même temps, on assiste à l'incroyable popularité de livres comme Harry Potter ou Twilight. Est-ce que pour vous l'important c'est de lire et auquel cas tout va bien dans le meilleur des mondes, ou bien il y a des bons et des mauvais livres? Dans ma jeunesse, comme dans la jeunesse d'un tas de gens, il suffit que vous lisiez les mots de Sartre. Nous avons lu des livres d'aventure qui, du point de vue littéraire, n'étaient pas tellement importants, mais ça a nourri notre imagination. Je fais d'habitude une distinction entre les livres de littérature que vous devez juger moins, même d'un point de vue esthétique. Et il y a des autres livres qui sont créateurs des mythes. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient écrits selon toutes les règles de la belle littérature. Un exemple fondamental, c'est le Monte Cristo de Dumas. Tandis que les Trois Mousquetaires, c'est un véritable œuvre d'art. Il a un rythme jazz, comme ça. Le Monte Cristo, comme de la boue qui roule, etc., avec des répétitions. Si vous le jugez du point de vue littéraire, il ne peut pas marcher. Mais il a été capable d'écrire un mythe, un énorme mythe, de telle façon qu'on peut refaire le Monte Cristo par film, le raconter, le couper. Et il y a toujours la présence de ce mythe du vengeur, etc., etc. Donc il y a des livres qui produisent des mythes et des livres qui produisent de la joie esthétique. Et est-ce qu'il y a des livres récents, selon vous, qui ont pu créer des mythes? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Oui, un livre doit être toujours jugé, disons, 100 ans après la mort de l'auteur. Avant, c'est trop tôt. Et vos propres livres, vos propres romans, est-ce que vous seriez capable de dire dans quelle catégorie elles tombent? Ou est-ce qu'un auteur ne peut pas juger ses livres? L'auteur ne peut pas juger. Il peut avoir des espoirs. Mon espoir qu'il marche encore dans le prochain millénaire. Et sinon, je ratais. Enfin, non. Je pense que là, vos livres ont leur popularité, elle est avérée. Pour revenir à l'idée de ce que la littérature peut dire et ce que, par exemple, la philosophie ne peut pas dire. Quand vous parlez de littérature, vous parlez de narration. Est-ce que pour vous, la littérature embrasse aussi, disons, le cinéma, la télévision peut-être? Oui, je suis intéressé à toute forme de narration. Il peut y avoir même des narrations dans la peinture. Si vous allez voir Piero della Francesca à Arezzo, il raconte une histoire. Ce sont des bandes dessinées. Un peu en avant. Et donc, non, il y a de la narrativité et il y a de l'intrigue dans différentes formes d'art. Et c'est pour ça que parfois, on peut faire des traductions d'une forme d'art à une autre. Peut-être l'œuvre change totalement, mais le plot, la structure narrative peut rester la même. D'accord, le médium ne change pas le fond de la chose. Le médium peut changer et peut ne pas changer. Je veux dire que la structure narrative d'un ouvrage de littérature peut être gardée dans un film. Pas tout. Essayer de traduire dans un film La Recherche de Proust, c'est pas facile. Les deux films qu'on a fait, c'était un peu différent. Mais vous prenez du Balzac, du Dumas, ou même du Stendhal, vous pouvez plus ou moins garder la structure narrative. D'accord. Et enfin, vous parlez de Balzac, vous parlez de Stendhal, vous parlez de romans réalistes.
Aujourd'hui, on a... Oh, par hasard. Non, non, Il y a- non. On pourrait faire ça même. C'est pas Garcia Marquez. Ah oui, c'est pas très... En 94, donc il y a presque 20 ans, vous avez participé à une conférence sur le sujet de l'interaction entre les livres et l'ordinateur. Et la question à l'époque avait été, est-ce que la culture du visuel va tuer la culture du livre? Et à l'époque, vous aviez été optimiste, vous aviez dit non. Vous avez pris comme exemple la culture médiévale, qui était aussi très axée sur l'image et qui n'a pas tué le texte. 20 ans plus tard, est-ce que votre constat reste le même? Non, absolument. Vous venez du Canada, et bien qu'il soit le Canada français et pas le Canada anglophone, souvenez-vous de McLuhan. McLuhan, au début des années 60, avait écrit un livre, à l'effet 2, pour démontrer que la culture alphabétique était en train de disparaître, il y avait seulement la culture visuelle. McLuhan est mort avant l'arrivée du personal computer. L'ordinateur est totalement gutenbergien. Les gens, pour employer l'ordinateur, pour voyager sur Internet, pour faire de l'horrible Facebook, des choses comme ça, ils doivent lire, ils doivent revenir à la... Donc, voilà. Je me souviens d'avoir dit dans une célébration de McLuhan à Toronto, s'il était encore vivant, il serait obligé à changer de nouveau sa perspective. Plutôt dans les nouveaux moyens, Internet, il y a de la multimédialité, mais l'écriture est devenue fondamentale. Un type qui ne sait pas lire ne peut pas employer l'ordinateur. Et donc, ça n'a rien à voir avec la polémique si le livre va disparaître parce qu'il y a les livres électroniques et toutes ces choses-là. Je vous dois avouer que j'en ai marre, j'en peux plus. Tout le monde pose cette question. Et pour moi, pas de problème, j'ai 50 000 livres. Si le livre va disparaître, mes 50 000 livres deviendraient une grande fortune. Vous avez tout prévu en fait. Tout prévu. Et pour revenir un peu à Yale, pour revenir à votre visite, vous avez parlé de la Sterling, mais aujourd'hui vous allez passer du temps à la Beinecke, qui est notre collection de livres anciens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui vous amène? Est-ce que c'est une simple curiosité de collectionneur? Ce qui m'amène aujourd'hui à la Beinecke ou qui m'a amené ici dans ces 3 jours. Aujourd'hui à la Beinecke. Ces 3 jours, ça a été la nostalgie pour revenir un peu dans un campus où j'avais vécu assez. Visiter une librairie comme la Beinecke, ce n'est pas une belle expérience pour un collectionneur. C'est frustrant? C'est frustrant, parce qu'on voudrait les avoir. Il faudrait tout un entrepôt pour avoir il faudrait un entrepôt pour avoir tous ces livres. Oui, il faut acheter un autre appartement. Ça, ou il faut revenir à Yale. Merci beaucoup. Merci à vous.